Bonjour à tous. Je vous donne les principaux titres de l'actualité. Rencontre vice-président ivoirien et Premier ministre de Belgique à Bruxelles. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Le compte-rendu de notre envoyé spécial dans ce 13h. 500 mètres cubes d'hydrocarbures déversés accidentellement dans la mer ce matin à Abidjan. Pour faire face à la situation qui coïncide avec la journée des océans, le gouvernement ivoirien a pris des mesures d'urgence. À l'étranger, 47 millions d'électeurs britanniques élisent leurs députés. Un scrutin crucial pour Theresa May. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, de nombreuses parcelles ont été déclarées hier d'utilité publique par le gouvernement ivoirien. Décision prise hier en Conseil des ministres, donc, le Conseil qui a validé plusieurs autres dossiers. La synthèse avec Awa Touré. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté 5 projets de loi portant déclaration d'utilité publique de plusieurs parcelles de terrain. Ces sites réintègrent ainsi le domaine privé de l'État. Il convient d'indiquer que la plupart de ces terrains ont fait l'objet de cessions avant 2011 et que dans certains cas, ces parcelles ou biens appartenant à l'État ont été vendus à des opérateurs privés à des prix dérisoires et dans des conditions opaques, mais surtout dans des conditions jugées très défavorables pour l'État de Côte d'Ivoire. Les examens à grand tirage ont démarré mardi avec le certificat d'études primaires élémentaires, le CEPE. Le gouvernement a dans ce cadre entendu une communication relative aux informations sur le début des examens à grand tirage, session 2017. Le CEPE, il a enregistré cette année près de 500 000 candidats, 491 525 exactement, contre 447 000 en 2016. Les épreuves orales et écrites du BEPC se dérouleront donc du mercredi 7 aujourd'hui au samedi 10. Et du lundi 12 au vendredi 16. Et là, il s'agit d'un effectif de 355 000 candidats contre 307 000 en 2016. Pour le baccalauréat, donc les baccalauréats techniques, artistiques, générales, les épreuves orales et pratiques se dérouleront du mardi 20 au vendredi 30 juin 2017. Épreuve écrite du lundi 3 au vendredi 7 juillet. Et pour le baccalauréat cette année, il est prévu un effectif de 242 000 candidats, contre 229 000 l'an dernier. Pour couvrir les besoins de la sous-région ouest africaine et mieux valoriser les produits biologiques, le Conseil a autorisé la création de la biobanque de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et de la biobanque régionale des pays de la CEDEAO. Cette biobanque permettra de conserver dans de meilleures conditions les échantillons biologiques, de réaliser des projets de recherche, de mieux valoriser les produits biologiques et elle permettra, cette biobanque, enfin, de contribuer à la prévention et au dépistage des maladies et d'apporter une riposte plus efficace en cas d'épidémie. Le gouvernement, qui entend par ailleurs bâtir durablement la réconciliation et la cohésion sociale, a validé la stratégie nationale 2016-2020. Cette stratégie s'articule autour de 4 axes, à savoir la participation et l'inclusion des populations à la politique de réconciliation nationale, la réduction des inégalités régionales et sociales, la promotion de la sécurité humaine, et l'amélioration de la coordination et du suivi des activités menées en matière de réconciliation et de cohésion sociale. En vue de renforcer le cadre réglementaire des sports et une meilleure utilisation des ressources, le Conseil a adopté la politique nationale des sports 2016-2020. Coût de l'opération, 378 milliards de francs CFA.
La politique nationale des sports 2016-2020 vise principalement à faire du sport un facteur d'amélioration du bien-être des populations, un facteur de cohésion sociale, un facteur de création de richesses et un facteur de rayonnement de la Côte d'Ivoire. Répondant aux préoccupations des journalistes, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'acquisition par la Côte d'Ivoire d'hélicoptères de type Mi-24. La Côte d'Ivoire a déjà eu ce type d'équipement ici jusqu'en 2004. Ces équipements, malheureusement, avaient été détruits. Depuis cela, notre pays s'organise pour se défendre, comme tous les États dans le monde le font. En général, ce type d'équipement sert à sécuriser les frontières et à affronter, le cas échéant, des attaques venant de l'extérieur. Pour terminer, le porte-parole du gouvernement a annoncé la prochaine visite du président Alassane Ouattara en Europe du 9 au 17 juin. Le chef de l'État va rencontrer dimanche à Paris le nouveau président français Emmanuel Macron. Il va ensuite prendre part au sommet du G20 à Berlin, en Allemagne, avant de faire une communication au Parlement européen à Strasbourg. Destination Bruxelles, où le vice-président ivoirien a rencontré le Premier ministre belge Charles Michel et Daniel Cablon-Duncan ont parlé de relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Le ministre Sidi Touré a pris part à cette rencontre. Victorien Angwa, notre envoyé spécial. 45 minutes d'échange entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire et le Premier ministre de Belgique. Charles Michel et Daniel Cablon-Duncan se félicitent de la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Accent a été mis au cours de la rencontre sur la visite en octobre 2017 de la princesse Astrid en Côte d'Ivoire. La question sécuritaire a été évoquée par les deux personnalités en raison des dernières mutineries en Côte d'Ivoire. Ici, le vice-président de la République s'est voulu rassurant en confirmant au Premier ministre Charles Michel que le règlement de ce malentendu est en cours et que tout va rentrer dans l'ordre. Sur la question, le vice-président Daniel Cablon-Duncan déclare que cet événement malheureux n'affecte en rien la dynamique vécue par notre pays. Le Premier ministre de Belgique félicite la Côte d'Ivoire pour son élection au Conseil de sécurité de l'ONU. Félicitations bien accueillies par le vice-président ivoirien. Daniel Cablon-Duncan assure Charles Michel du soutien de la Côte d'Ivoire à la candidature prochaine de la Belgique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour coller au thème des Journées européennes du développement des 7 et 8 juin 2017, les deux personnalités réaffirment le rôle prépondérant du secteur privé dans la croissance économique. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, Hubert Oulaye, ancien ministre proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a bénéficié d'une mesure de liberté provisoire après 2 ans de détention. Annonce faite hier par son avocat et le procureur d'Abidjan. Extrait. Il avait été mis en détention pour permettre à la justice de faire les investigations qui s'imposaient pour l'infraction qui lui est reprochée, pour ne pas que les indices puissent être dispersés ou distraits et pour qu'ils puissent rester à la disposition de la justice. Nous avons estimé maintenant que l'instruction est terminée et qu'on est dans la phase de l'attente de l'organisation des prochaines assises, qu'il pouvait bénéficier de cette mise en liberté provisoire. Nous avons obtenu ce soir la liberté provisoire au ministre Hubert Oulaye. Pour moi, c'était important qu'on vous l'annonce parce que nous sommes dans une logique de faire avancer tous les dossiers et de leur donner une fin. La fin, c'est soit qui seront jugés, qui seront déclarés innocents ou qui seront déclarés coupables, mais qui ne puissent pas rester indéfiniment en prison. Le ministre Hubert Oulaye, dès ce soir, est en liberté provisoire sur papier, mais demain, il pourra regagner son domicile. Voilà, l'ancien ministre Hubert Oulaye regagne son domicile ce jeudi. San Pedro et Boaké sont les 2 premières villes secondaires ciblées par le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires. La Banque mondiale vient d'approuver un crédit de 120 millions de dollars pour appuyer ce projet
et soutenir les petites et moyennes entreprises de ces villes. L'information a été donnée à Washington, le reportage d'Adama Kone. Retour de mission gagnant. Moins de 2 mois après le passage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au siège de la Banque mondiale à Washington, l'institution de Bretton Woods apporte une réponse heureuse à sa démarche. 120 millions de dollars, soit 72 milliards de francs CFA au cours actuel, débloqués en faveur de la Côte d'Ivoire. Une partie de l'argent prendra la direction de San Pedro et de Bouaké. Objectif, donner un coup d'accélérateur à la politique de développement des villes secondaires. Aujourd'hui, les capitales sont engorgées. Il s'agit de trouver une alternative de développement et ces projets, n'est-ce pas, vont contribuer à constituer une alternative en permettant à des projets d'envergure d'émerger. Remercier la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour cet important financement. Je pense que ça va contribuer à soulager les populations. Parce qu'il y a le projet Plicitude qui est dedans, qui comprend donc le bitumage d'un certain nombre de la commune. Pour la Banque mondiale, il s'agit de donner vie à un modèle de développement équilibré par l'émergence de villes secondaires compétitives et attractives pour les investisseurs. Pour l'institution de Bretton Woods, les arguments ayant conduit la Côte d'Ivoire au guichet sont concrets. La Côte d'Ivoire enregistre une croissance économique soutenue depuis 2012. Pour que cette croissance soit durable, il faut un nouveau modèle de développement solidaire qui passe par un maillage de villes secondaires plus compétitives, en mesure d'étayer l'investissement, la croissance et la réduction de la pauvreté dans l'ensemble du pays. L'essor de ces centres économiques secondaires constitue l'une des priorités du nouveau plan national de développement adopté par les autorités pour la période 2016-2020. L'autre partie du crédit servira d'appui à l'entrepreneuriat dans ces 2 villes, notamment les activités commerciales et de production des femmes. Après Bouaké et San Pedro, considérées comme les villes les plus compétitives après Abidjan, d'autres agglomérations seront touchées par le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires. Sachez que la Banque mondiale a financé 17 projets nationaux et régionaux pour un montant de 527 milliards de francs CFA en 2016. Comme annoncé dans les titres, 500 mètres cubes d'hydrocarbures ont été déversés accidentellement dans la mer. En fait, ce matin, un pétrolier est entré en collision avec un bateau de pêche à la sortie du canal de Vridi. Pour faire face à la situation, le gouvernement ivoirien a mis sur pied un plan national d'intervention d'urgence, nous dit Grace Kando. Après le déversement des déchets toxiques issus du Probo-Kuala dans le district d'Abidjan en 2006, la Côte d'Ivoire vient une fois encore de connaître une autre pollution. Ce jeudi, il y a eu collision entre un pétrolier en provenance du Nigeria et un bateau de pêche. Une première estimation fait état d'un déversement de 500 mètres cubes de produits bruts largement au-delà du niveau 2, niveau minimum de déclenchement de notre plan d'urgence. Un plan national d'intervention d'urgence de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures est mis en place. Une cellule de crise est mise en place pour organiser et entreprendre des actions de lutte contre la pollution. J'en appelle donc au civisme de tout citoyen pouvant apporter son concours. Je demande à la population de rester à l'écoute de la cellule de crise pour les consignes qui seront données à travers les différents communiqués de presse. La cellule de crise mettra tous les moyens en œuvre pour faire face à cette catastrophe.
La catastrophe coïncide avec la Journée mondiale des océans où le gouvernement ivoirien appelle à la préservation des eaux. Il faut dire que le thème cette année est « Nos océans, notre avenir ». On reste toujours avec Grace Kando. Les océans représentent 71% de la surface du globe et sont indispensables à la vie, car plus de la moitié des besoins de l'homme est produite par les océans. C'est pourquoi cette journée commémorative est l'occasion d'attirer l'attention des populations sur l'impact de nos actions sur ces océans. Il importe d'indiquer que cette journée concerne notre pays, dont le littoral, avec ses 566 km, est relié à l'océan Atlantique, l'un des 5 océans du monde. Cet océan n'abrite pas seulement une immense toile de la vie marine, il produit également plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons, agit comme thermostat naturel pour réguler la température de la Terre et soutient la majeure partie de la biodiversité de notre pays et de notre planète. La ministre Anne-Désirée Ouloto souligne que les écosystèmes côtiers sont gravement affectés par la pêche, l'extraction minière et le transport maritime. Il est temps de nous unir et d'agir ensemble autour du projet de gestion durable des océans par l'extension des zones marines protégées, la réduction de la pollution, l'abandon de l'utilisation des sachets plastiques, le nettoyage des plages pour que vivent nos océans. Selon le secrétaire général des Nations Unies, préserver les océans et les utiliser de manière durable, c'est préserver la vie elle-même. Au niveau de l'éducation nationale, ce jeudi, deuxième jour des épreuves orales du BEPC en Côte d'Ivoire. À San Pedro, ils sont 10 166 candidats à répondre aux questions des examinateurs. Également, 620 candidats affrontent les épreuves pour le diplôme d'instituteur stagiaire. Selon les responsables de l'éducation nationale dans la région, tout se passe très bien. Sam Kona et Teresa Peyobwe. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville de San Pedro, les candidats au BEPC et au CAFOP ont pu se rendre dans leurs différents lieux de composition. Au niveau du CAFOP supérieur de San Pedro, qui accueille le plus grand nombre d'élèves maîtres, 2 centres d'examen ont été retenus pour accueillir les 620 élèves maîtres. La secrétaire générale de préfecture, qui voulait s'assurer du bon déroulement de ces examens, s'est rendue dans les différents centres. Les épreuves sont jugées abordables. Ce matin, nous venons de prendre contact avec le peuple du français et il vient de faire la première lecture du sujet. Apparemment, il trouve le sujet abordable et je suis dans mes concentrations. L'une des mesures à respecter scrupuleusement est l'interdiction du téléphone portable en salle de composition. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Tous les candidats étaient à leur poste malgré le temps et nous avons commencé vraiment dans le temps. Juste après le démarrage de la composition des élèves maîtres, le directeur régional de l'éducation nationale s'est rendu au lycée moderne Inagui, l'un des centres retenus pour le BEPC. Les examinateurs étaient à leur poste et les élèves également présents pour l'oral d'anglais. Les résultats au niveau du CAFOP sont attendus fin juillet et les épreuves écrites du BEPC, quant à elles, débutent le 12 juin. Après San Pedro au Cruyo, c'est une sous-préfecture du département de Soubré dans la région de la Nawa. Dans cette localité, les COGES, les comités de gestion des établissements scolaires, viennent de réaliser un nouveau siège au profit de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire. L'ouvrage a coûté 17,5 millions de francs CFA. Commentaire, Astou Touré et Mahama Traoré. Voici le nouveau siège de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de la sous-préfecture d'Okroyo.
une sous-préfecture située à une dizaine de kilomètres de la ville de Soubré. Ce bâtiment flambant neuf est composé de 11 bureaux. Il a été réalisé grâce aux efforts conjugués des comités de gestion des établissements scolaires, COGES, et l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Okroyo. Réalisé à plus de 17 millions de francs CFA, cet ouvrage vise à améliorer les conditions de travail des agents du système éducatif local, selon Jérôme Biagné-Dibeu, président du comité de pilotage des travaux. Une démarche fortement appréciée des autorités éducatives locales, notamment l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire d'Okroyo et le directeur régional de l'éducation nationale. Pour le compte du ministère de tutelle, le geste a été salué par David Kouadio, directeur national chargé de l'animation, de la promotion et le suivi des COGES. Par ailleurs, il invite tous les acteurs de l'école, notamment les COGES, à soutenir la politique de l'école obligatoire initiée par le gouvernement. Notons que l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de la sous-préfecture d'Okroyo compte environ 18 000 élèves. Les élèves des classes de 3e et de terminale des départements de la région de l'Ifou ont été exhortés au bon choix pour une bonne orientation. C'était à l'occasion des journées carrières organisées par la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Commentaire Thérèse Tapéoboué. Prikro, Bayakro, Daoukro sont les départements de l'Ifou qui ont reçu la visite des responsables de la direction régionale, de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le cadre des journées carrières qu'ils ont organisées. Sont concernés par ces journées les élèves des classes de 3e et des terminales. Chantal Tarek, directrice régionale de l'éducation nationale, a rappelé l'importance de ces journées comme une source de motivation qui permet à tous d'avoir des informations sur les différentes filières d'études et de formation pour une meilleure orientation. Au thème des 3 jours de sensibilisation, le parrain de la cérémonie, Traoré Adam Sokolia, président du conseil d'administration de la LONASI, a exprimé sa satisfaction pour cette initiative de la direction régionale de l'éducation nationale. Pour lui, tous les enfants peuvent trouver leur voie. Le plus important, c'est l'information et la connaissance de soi. Savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on peut faire et donc choisir ce qu'on veut faire. Il a pour cela lancé un appel aux parents ainsi qu'aux enfants afin de mieux s'informer, afin de s'orienter. Autre sujet à présent, les artistes ivoiriens en quête d'un fonds de 2 milliards de francs CFA pour se loger. Ils se sont réunis à Grand Bassam pour réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Leur souhait aujourd'hui est que chaque artiste ait un logement social. Godefroy Okambawa et Franck Kouadio. Artisans d'art, peintres, artistes, tous ont pris rendez-vous à Grand Bassam pour échanger sur leurs conditions de vie et de travail. Initié par le Cercle des artistes pour l'émergence CAP, le but est d'œuvrer à l'amélioration de leur situation. On a toujours besoin d'apprendre. On a toujours besoin de réactualiser ce que nous pensons maîtriser. Et c'est dans cette optique-là que le Cercle s'est réuni et a décidé de poser les bases d'une vraie réflexion. Donc nous avons souhaité, en termes de recommandations, un fonds de garantie de 2 milliards pour que nous puissions avoir accès aux logements sociaux. C'est-à-dire que les artistes vont payer, mais la garantie devrait être l'État. Une préoccupation importante soutenue par des partenaires. On va travailler avec Urida pour voir dans quelle initiative nous pouvons mettre en place un système pour pouvoir permettre à chaque artiste d'avoir un toit en Côte d'Ivoire. Bien sûr, ce n'est pas en 1 jour ou 2 jours, on va y réfléchir pour voir leurs revenus déjà et comment ils peuvent avoir un accès au logement. Au cours de cette rencontre, il s'est agi également d'inviter les artistes à souscrire à l'assurance maladie, une initiative qui permettra à ces acteurs du monde des arts et du spectacle de se soigner à moindre coût. Plusieurs thèmes ont meublé les différents panels. Au cours de cette rencontre, ce sont entre autres le rôle de l'artiste ou du créateur dans la société.
Et puis ce sujet assez triste, un champion du football est parti. Aujourd'hui, tout le monde est sous le choc. L'international ivoirien Cheikh Tioté est décédé à 30 ans après un malaise survenu lors d'un entraînement avec son club en Chine. Au nombre de ses meilleurs amis, l'international Cissé Sekou, il rend hommage ici à son ami et frère Tioté. C'est au micro de Mamadou Kwasi, supervision Sylvie Touré. Moi, je jouais pour l'équipe de Biafra. Cheikh jouait pour le coach Bibo. Et étant donné que j'étais l'un des plus bons chez le coach Seri à Biafra, le coach Bibo me faisait les jeux d'eau pour rejoindre son groupe qui était quand même, il y avait beaucoup de qualité là-bas. Et c'est comme ça que je suis allé dans le groupe de coach Bibo. C'est là que j'ai connu Cheikh. On avait 10 ans. On rigolait ensemble, on faisait tout ensemble. Jusqu'à ce que voilà, je sois le premier à quitter le centre pour aller en Europe en 2004. Et quand je suis arrivé, je pense que ceux qui m'ont mené en Europe, je n'ai pas arrêté de leur parler de Tioté et de Mamadi Kaba. Deux bons joueurs aussi. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus voir Tioté avec Mamadi. Et tout de suite, ils ont pris Tioté. Donc c'était comme un sentiment de soulagement parce qu'à l'époque, on avait aussi perdu nos deux parents. Moi, j'aimais beaucoup Cheikh pour sa combativité, pour son travail. Donc j'ai beaucoup insisté sur le cas de Cheikh pour qu'on puisse l'envoyer aussi. C'est comme ça que Cheikh est parti. Juste 6 mois après moi. Et il est arrivé à Anderlecht. Avant d'arriver à Anderlecht, je pense que je me rappelle bien, ma toute première chaussure de foot, c'est à Cheikh que j'ai offert. Donc c'est quelque chose qui est resté gravé dans lui-même sa mémoire. Et moi, des fois, il me rappelle ça, on rigole ensemble. Et je suis aussi le premier dans le groupe à venir en sélection. Mon rêve, c'était aussi de le voir en sélection parce que je connaissais ses qualités. Et je sais pas, encore quelques mois après, il m'a suivi. Il a confirmé en sélection. Il venait en sélection, moi je suis allé à Feyenoord. Un an après, il a encore été transféré encore à Newcastle. Voilà comment Cheikh a exposé. On était beaucoup basé sur la religion. On a connu beaucoup de choses, beaucoup de bonheur si vous voulez, mais dans la souffrance. Donc à partir de ce sincèrement, tu ne peux que rester humble. Cheikh était beaucoup entré dans la religion jusqu'à un moment donné, je me taquinais pour dire. Quand il m'a envoyé ce message, je lui disais merci les mots. Donc il y a des amis aussi qui l'appelaient au staff. Donc vous avez remarqué que c'est d'être avec toute la personne qu'il a communiqué, il parlait beaucoup de Dieu, comme s'il savait. Il faisait beaucoup de dons, donc j'étais au courant un peu de tout ce qu'il faisait. Il a fait beaucoup de choses dans la discrétion. Donc, c'est le truc qu'on avait, le projet qu'on avait en commun, c'était d'aller à la Mecque ensemble. Malheureusement, on est parti. Comme lui me disait dans ses messages, c'est vrai ici-bas, il y a la vie, mais la vraie vie c'est en haut. Donc c'est comme ça qu'on s'est donné des nouvelles, même avant que je n'arrive en vacances, je l'ai eu encore au téléphone. On n'a pas arrêté de rigoler et toujours parler de Dieu. Ce que je veux que les événements retiennent de Cheikh, c'est que Cheikh c'est quelqu'un qui avait la foi. Cheikh c'est quelqu'un qui priait beaucoup. C'est quelqu'un qui s'est toujours donné au niveau du foot. Je pense que c'est là-bas ils l'ont plus connu qu'en dehors. Là, on ne peut pas dire grand-chose. C'est sa combativité, c'est sa rage de vaincre. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup. Donc, il était prêt à mourir. Raison pour laquelle je l'ai beaucoup aimé depuis qu'on était petit. Ses enfants, ils sont restés dans notre main. Donc, c'est à nous de... Il peut dormir tranquillement, on sera là pour lui. Cheikh Ismaël Tioté est décédé lundi en Chine des suites d'un arrêt cardiaque. La dépouille du milieu de terrain ivoirien sera rapatriée à Abidjan le lundi prochain pour que des hommages dignes soient rendus à ce combattant.
hors de nos frontières, ouverture des bureaux de vote au Royaume-Uni pour des élections législatives anticipées. Les électeurs doivent choisir le parti qui va gouverner le Royaume-Uni pour les 5 ans à venir. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. 3 enjeux essentiels se dessinent autour de ce scrutin britannique. Le premier, sécuritaire. Avec 3 attentats en moins de 3 mois à Londres et Manchester, les Anglais ont aujourd'hui un besoin de sécurité. Et sur ce terrain, Theresa May n'est pas bien notée. Sa politique pour réduire les effectifs de police lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur est très critiquée, même si aujourd'hui elle durcit le ton, allant jusqu'à prévoir des restrictions de droits fondamentaux pour réduire la liberté des personnes suspectées d'activités terroristes. Deuxième enjeu, celui cité du Brexit. Le Brexit qui dominait initialement la campagne a été relégué au second plan. Si les Britanniques restent assez satisfaits du résultat, ils ne sont toujours pas d'accord sur les modalités de sortie. La première ministre prévient qu'en cas d'accord désavantageux pour la Grande-Bretagne, elle sortirait sans négocier avec l'Union européenne, ce qui laisserait en suspens la question des ressortissants européens présents sur le territoire britannique et compromettrait sérieusement les accords de libre-échange avec l'Union européenne. Pour finir, la question sociale. Là, le choix est extrêmement clair pour les Britanniques. Face à la droite sécuritaire et conservatrice de Theresa May, Jeremy Corbyn a su incarner une gauche très sociale et certaines de ses propositions comme la gratuité de l'enseignement supérieur ou encore la renationalisation des voies ferrées ont fait mouche sur un électorat qui, on le rappelle, vient de vivre 7 ans d'austérité. C'est la fin de ce 13h supervisé par Sylvie Touré et Adama Koné. Merci de votre fidélité.